tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a un programme assez chargé avec des choses hyper enthousiasmantes qui viennent du côté de Microsoft. Des nouvelles annonces de Surface, une gamme entièrement renouvelée et même des surprises sur les choses surprenantes qu'on attendait avec les rumeurs. Donc beaucoup de choses dont on va vous parler. On va aussi vous parler un petit peu de Alicem, je crois que c'est comme ça qu'on dit le nom de cette application, de cette technique de reconnaissance faciale que met en place le gouvernement français, Uber, Instagram qui font des choses intéressantes et plein d'autres petits sujets. Mais je vais évidemment vous présenter les co-animateurs qui sont avec moi aujourd'hui pour vous parler de tout ça, avec en premier lieu Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric ? Il va remarquablement bien, il vient de trouver le bouton mute de son micro. Écoute, ça va remarquablement bien. On va renommer le mois, hein. C'est plus October, c'est Techtober, quoi. Je crois que c'est Marcus Brownlee qui a nommé baptisé, voilà. Rebaptisé octobre, oui, c'est Techtober. On est d'accord, ça s'impose. Hein. C'est-à-dire que même d'ailleurs septembre c'était déjà pas un pique-nique, hein, faut le dire. Je pense que novembre va se calmer un peu, ça fera du bien un peu à plein de monde. Et là, on a régulièrement, on va dire, pas à chaque fois, des conférences Microsoft un petit peu excitantes. Et là, c'était certainement le cas. Qui dit Microsoft dit forcément le spécialiste qui a cru au Windows Phone jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Kassim Ketfi se joint à nous également. Comment ça va, Kassim ? Ouais, ça va très bien. Je reviens du désert, là, tu vois, de 5 ans de traversée du désert et ça se passe bien. L'amour de Microsoft redevient acceptable, on va dire. Vaincu. L'amour a vaincu. Et pour nous aider à y voir plus clair dans toutes ces annonces de Microsoft également, on a été piller la rédaction de LCI, puisque se joint également à nous Mélinda Davansoulas. Comment ça va, Mélinda ? Ça va bien, je suis ravie d'être là. Ça fait bien plaisir. Écoute, je n'ai même pas contacté Cédric quand j'ai proposé de t'inviter et je suis surpris que tu aies accepté de venir sans l'approbation, le sceau d'approbation de Cédric pour moi. Je me suis dit, je suis un gars bizarre qui fait des podcasts depuis quelques années. Bon, mais tu as accepté quand même, je suis très content. Mais non, c'est parce que je connaissais déjà le podcast, donc j'étais ravie que tu m'invites. Je suis extrêmement flatté. Donc tu es là avec nous pour cette petite partie sur Microsoft, puisque toi, tu étais à l'événement de New York et donc tu as mis les mains sur une partie des appareils et tu en as vu d'autres. Donc, on va avoir toutes tes impressions sur tout ça. Avec plaisir, je vais tout vous raconter. Alors, avant de se lancer quand même, un petit mot pour remercier les gens qui soutiennent l'émission financièrement. Aujourd'hui, je voudrais remercier spécifiquement Morgane Dahen, Guillaume Bezelli, Quentin, Damien H, Kevin Chailloux, Alexis Neuville, Noxer, Tindele, ou Tnidele plutôt, Monta et Monsieur Chapeau. Je ne sais pas pourquoi j'ai une préférence pour le nom de Monsieur Chapeau, peut-être parce que je me dis que c'est un truc qui plairait à mon fils. Monsieur Chapeau, c'est sympathique. Il a 2 ans, hein, mais c'est une qualité et ce n'est pas du tout une critique. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission financièrement. C'est évidemment par ce biais que l'essentiel du financement de l'émission est possible et donc que l'émission existe. Donc patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous du fond du cœur. C'est grâce à vous qu'on peut notamment parler de cet event Microsoft Surface que j'ai surnommé Microsoft Surface Event Symphony, puisque Panos Panay, le chef d'orchestre de l'événement, a fait des comparaisons musicales tout au long de la présentation. C'était un tout petit poil tiré par les cheveux, je dirais, mais au final, ça a quand même donné quelque chose d'un petit peu cohérent. Alors, il y a 2 parties que je voudrais traiter. D'une part, on va dire les appareils mis à jour, plus ou moins. Il y a eu quand même des mises à jour assez substantielles. Et puis, d'autre part, les surprises, la Surface Neo et la Surface Duo, ces appareils avec double écran que l'on peut replier, enfin l'un écran en face de l'autre, c'est pas un seul écran pliable, mais on va y venir. Commençons avec les appareils mis à jour. Beaucoup de surface donc. Je vais faire un petit topo et puis on va en parler tous ensemble.
D'abord, le Surface Laptop 3, donc mise à jour du Surface Laptop 2, avec deux tailles d'écran aujourd'hui, un 13 pouces qui existait déjà, un 15 pouces qui est nouveau. Il y a pour le 15 pouces un processeur AMD qui permet d'avoir une puissance graphique qui est un petit peu plus convaincante, en particulier pour les jeux, de l'USB-C, du fast charging, des nouvelles couleurs, ça arrive à la fin du mois. On a le Surface Pro 7 qui a une version, alors j'ai cru comprendre que c'est une version avec processeur Intel, une version avec processeur ARM, et essentiellement, en gros, on va dire, c'est de l'USB-C qui a été ajouté, les Surface Pro qui sont en fait, alors pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, le Surface Laptop, c'est un ordinateur portable de grande qualité fabriqué par Microsoft. C'est un petit peu dans la catégorie de ce qui se fait de mieux pour les ordinateurs portables. Les Surface, tout court, Surface et Surface Pro, ce sont les presque des tablettes, mais un peu plus épaisses. C'est un petit peu comme un laptop dont on aurait enlevé l'épaisseur de l'écran, mais qui n'est qu'un écran. C'est comme une tablette un peu plus épaisse. Donc là, on a eu en gros, je résume, que de l'USB-C ajouté à la version qui existait déjà. La nouveauté dans la gamme Surface, c'est la Surface Pro X, qui là pour le coup vient remplacer, on va dire philosophiquement, la Surface Go, qui était la plus fine possible qu'ils pouvaient faire à l'époque, mais là on est une étape supplémentaire avec un appareil hyper sexy. C'est vraiment on va dire l'épaisseur d'un iPad, hyper fin, c'est 13 pouces, et il y a USB-C, un processeur custom conçu avec ARM par Microsoft, et on a l'impression d'avoir un iPad entre les mains. C'est la première fois qu'une Surface est à ce point fine. Ça commence à $1 millier, ça monte très très vite si on veut quelque chose de plus performant. Et on a toujours le même clavier qu'avec les Surface qui peut venir s'accoler à l'appareil, se plier, et un pencil, un stylet qui est hyper fin, en fait, qui est aplati, qui vient se ranger dans un petit renfoncement du clavier, et du coup, ça fait un appareil qui est une surface carrément iPadesque, on va dire. On est vraiment là, on arrive à un format de tablette, mais avec un ordinateur qui tourne sous Windows. Alors c'est un Windows sous ARM qui a quelques trucs qu'il ne peut pas faire par rapport à la version Intel. Si je ne me trompe pas, il y a des choses comme les composants pour les jeux comme OpenGL et ce genre de choses qui fonctionnent pas. Quelques petits détails, mais dans l'ensemble, on a mis Windows complet. Et enfin, un autre petit appareil, comme toujours depuis quelques années, les AirPods font des émules, et là on a les Surface Buds qui sont, on va dire, les AirPods de Microsoft à $250, un petit peu plus cher. Ils ont une grosse surface qui sort un petit peu de l'oreille. Ils sont un petit peu plus volumineux, plus massifs, mais ils ont donc des gestes qu'on peut faire sur la surface qui sort de l'oreille, donc une sorte de gros machin plat qui sort de l'oreille, qui a des écouteurs de bonne qualité. Voilà pour la partie mise à jour. Mélinda, toi qui y étais, est-ce qu'il y a une chose qui était plus notable qu'une autre parmi tous ces appareils ? La Surface Pro X, ça c'est clairement, il se positionne exactement comme l'iPad Pro. C'est le premier véritable concurrent qu'on a de l'iPad Pro. Ils ont la même philosophie, un produit qui est ultra puissant, qui est ultra fin, qui est extrêmement design. Enfin, le design, c'est pas forcément le point fort de Microsoft. Et là, on a un produit qui est vraiment élégant. C'est par rapport à une Surface. Alors moi, Surface, j'aime bien le côté hybride. Je trouve ça hyper pratique. C'est pas le produit le plus élégant et le plus peaufiné. Là, on a vraiment quelque chose qui est puissant, mais il a aussi les mêmes travers que l'iPad. C'est-à-dire que sans le clavier, sans le stylet, c'est pas forcément la peine d'avoir un produit aussi puissant. Donc, je suis toujours mitigée sur ces produits, mais on a des vrais concurrents de l'ordinateur. Moi, je l'ai trouvé hyper intéressant. Ce qui frappe avec les Surface, c'est que c'est Windows. Alors oui, Windows pour ARM qui a des petits... On va dire c'est 95% de Windows. Les programmes Windows classiques tournent. Donc là, on a le format de l'iPad, peut-être un petit peu plus grand parce qu'il est 13 pouces, je crois. Il n'est pas plus grand, en fait, je crois. Il faudrait comparer. Parce que c'est un 13 pouces dans un châssis de 12. Donc les bords ont été affinés au maximum, quand même. Ils ont encore de la marge, mais voilà, leur idée, c'était ça. On a un écran 13 pouces.
Je crois que c'est 12,9 l'iPad Pro XL, si je me trompe pas. C'est ça, le grand iPad Pro, effectivement. Mais oui, quand on dit le design, ça joue énormément. Quand je disais il est sexy, il est vraiment... C'est un appareil qui fait envie. Et puis, on a Windows, là où c'est une grosse différence avec l'iPad. Oui. On a le vrai Windows, quoi. On a un Windows. Enfin, nous, on a fait un petit peu tourner du coup pour regarder. C'est vraiment du Windows dedans. Enfin, on n'a pas eu le temps de s'apercevoir de ce qui ne marchait pas comme logiciel, mais globalement, on peut le démarrer, le lancer et s'en servir sans difficulté. Mais et il a de l'USB-C. Alors ça, c'est quand même la grosse révolution aussi chez Microsoft. Hein. Lui, il en a 2 même. Donc, il n'en a pas un seul luxe, comme l'iPad Pro qui sert pour tout. Donc, faut choisir entre charger ou mettre des périphériques. Là, il en a 2 utilisables en l'état. Et puis en plus, ce Slim Pen, donc le stylet aplati là, qui se colle dans le clavier, qui est optionnel, hein, mais qu'on aura plutôt envie d'utiliser avec cet appareil. Tu disais oui, sans clavier, sans... ça n'a pas d'intérêt. Ça a moins d'intérêt, c'est sûr. Mais là, ils sont hyper bien intégrés. C'est encore mieux que les stylets d'avant qui étaient ronds et qui collaient pas, qu'on devait attacher magnétiquement à l'appareil. Mais là, ça se colle carrément dedans. Ça va l'air hyper bien conçu, quoi. Là, il n'y a pas d'excuse de le perdre. Là, normalement, il a en effet un renfoncement qui sert à le recharger par induction aussi. Ça, c'est hyper intelligent. Si vous mettez, vous savez, le clavier un peu surélevé, il y a un système d'aimant où vous le mettez totalement à plat et la tablette a le fameux pied surface pour tenir toute seule. Vous mettez le clavier complètement à plat. Là, vous voyez le stylet en fait dans son encoche. Mais vous pouvez aussi l'aimanter différemment pour que le clavier soit un peu en pente. Et là, vous voyez plus le stylet. Hein. Il est caché dans l'enfoncement. Non, ils ont vraiment bien travaillé le design de ce produit. Moi, je trouve, alors ça, pour ça, Cassim, qui est un peu plus connaisseur Microsoft que moi, me dira s'il a ce sentiment ou pas. J'ai vraiment trouvé qu'il y a un changement de philosophie totale chez Microsoft depuis quelques années, puis l'arrivée de Satya Nadella, et ça se ressent dans les produits, à l'intérieur et à l'extérieur, en fait. Ils font un effort, je trouve, sur le design depuis quelques années qui est quand même à souligner. Bon, alors on parlera des earbuds, c'est un autre problème, mais sur le design des écouteurs. En même temps, avec les AirPods, on a l'air un petit peu bête aussi, donc c'est un autre type de... On s'est habitué peut-être. C'est ça, on s'y est habitué. Puis après, il y a une vraie réflexion en fait sur l'intérêt du design. C'est pas juste moche pour être moche. Il y a un vrai fonctionnement technologique derrière. Mais voilà, je trouve que sur le laptop, on est l'exemple aussi. Le laptop est un produit hyper affiné, Enfin, c'est un joli produit, quoi. Alors après, revêtement ou pas, mais on aime ou pas l'Alcantara, il est plus obligatoire. C'est aussi un message qui est passé. Cette surface en une sorte de laine, c'est ça, l'Alcantara qui était. Ouais, c'est un peu cuir, c'est un peu bizarre. Ouais. Voilà, c'est très féminin. Il faut avouer, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les goûts, mais là ils ont sorti des déclinaisons juste alu, complètement inspirées du MacBook Air. Ils s'en cachent qu'à moitié. Voilà, c'est très très beau. C'est vraiment des appareils de grande qualité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cassim, du coup, toi, un petit peu spécialiste Microsoft, on a l'impression en entendant Mélinda que le Surface Pro X, c'est la star. J'imagine que tu confirmeras la chose. Et puis peut-être s'il y a des choses à ajouter sur les mises à jour des appareils précédents. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire, mais s'il y a, c'est toi qui sauras nous le dire. Je ne sais pas si Surface c'est vraiment la nouvelle philosophie depuis que Satya Nadella est arrivé. Ce qui est sûr, c'est que j'avais l'impression que c'était, en tout cas depuis les premières Surfaces, la Surface RT et la Surface Pro, qui avait cette volonté d'avoir un design plus moderne chez Microsoft et d'essayer de montrer la voie aux autres fabricants. En tout cas, dans les annonces, je pense qu'effectivement que Surface Pro X est la plus intéressante des annonces. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est la façon dont Microsoft diversifie le choix de ses puces, en fait, avec la puce ARM d'un côté, la puce AMD de l'autre, la puce Intel dans la Surface Pro 7. C'est aller chercher, en fait, je pense, faire jouer la concurrence sur le marché Windows et aller dire aux fabricants, regardez, maintenant, AMD, c'est bon, vous pouvez l'intégrer. ARM, Snapdragon, Qualcomm, c'est bon, vous pouvez aussi faire ce choix. Regardez, nous, on le fait. Et vous pouvez faire jouer la concurrence et dans l'espoir, à mon avis, de faire un peu, peut-être tomber le monopole d'Intel, mais en tout cas faire jouer la concurrence pour essayer de générer de l'innovation. Et on parlait de la comparaison de la Surface Pro X avec l'iPad Pro. Je suis tout à fait d'accord que c'est clairement inspiré de l'iPad Pro, mais ce qui est marrant, c'est que l'iPad Pro était lui-même inspiré
Ouais. En tout cas, avait été développé clairement par Apple pour suivre ce que Microsoft avait fait avec la Surface Pro, c'est-à-dire ramener un clavier et un stylet et faire une tablette un peu plus orientée vers les pros à la sauce Apple avec des choses très différentes, mais l'idée était là. Et je trouve ça intéressant que l'iPad Pro soit une réponse à la Surface et que la Surface Pro X soit une réponse à l'iPad Pro. Je pense que c'est le signe d'un marché qui va dans le bon sens, à mon avis. Moi, je trouve ça bien aussi, si je peux me permettre de rebondir, parce que je trouve que je suis tout à fait d'accord avec Cassim sur le fait que l'iPad, la volonté d'en faire un ordinateur, donc ce qui est répété, martelé par Apple depuis quelques années, tient tout à fait de la montée en puissance de Surface, mais on n'avait pas de concurrent grand public, je vais dire. Surface, c'est très utilisé dans les entreprises, mais on a l'impression que le public s'en désintéresse un petit peu. Là, je trouve qu'ils arrivent avec un produit ambitieux qui est complètement dans leur philosophie, qui a des connectiques, qui manquent quand même à l'iPad. Je trouve ça bien pour le marché, en fait. J'espère que ça va secouer un peu le marché et qu'on va avoir d'autres concurrents arriver parce que sur le marché de l'iPad puissant, il n'y avait pas grand monde. Surface, ils arrivent avec une Pro et je pense que ça va vraiment faire du bien au marché. Et s'ils peuvent se tirer un peu la bourre, on sera tous gagnants, je pense, sur les produits. Oui, et effectivement, le Pro X, la Surface Pro X, c'est une vraie alternative à l'iPad et qui, en plus, comme on l'a dit plusieurs fois, fait tourner le vrai Windows sous arme. Ben oui. Et c'est un... Oui, vas-y, Cédric. Non, c'était Cassim qui voulait. Ah, pardon, vas-y. Alors, vas-y, Cassim, on donnera la parole à Cédric après. Je voulais juste dire que ce vrai Windows, c'est bien, mais c'est aussi une faiblesse. Enfin, c'est une force et une faiblesse, ça qui est intéressant. C'est une proposition complètement différente. L'iPad Pro, certes, il fait tourner que, entre guillemets, iPadOS, mais c'est aussi un catalogue d'applications complètement optimisé pour l'iPad avec des développeurs qui suivent rapidement Apple sur ce qu'ils font. Donc, c'est des applications. D'ailleurs, ils ont annoncé pendant la conférence Microsoft l'arrivée d'un programme de Adobe dont j'ai oublié le nom, un logiciel de dessin. C'est Fresco, je crois. Fresco, mais alors ça, voilà, c'est une bonne. Alors nous, on a rigolé. Si je peux me permettre juste une blague là-dessus, l'année dernière à New York aussi, à la conférence Apple où ils ont présenté l'iPad Pro, on a eu tout un laïus d'Adobe qui est venu nous vanter les mérites de l'iPad Pro et de tout ce qu'on allait pouvoir faire avec. Moi, j'ai eu des briefs derrière, après la conférence, avec les gens d'Adobe qui nous ont vanté un truc formidable qui s'appelait Project Gemini à l'époque, qui allait tout révolutionner, le dessin, l'art sur iPad. Et là, donc, je vois Monsieur Adobe revenir sur scène et en fait nous sortir exactement le même laïus, mais cette fois pour vanter les mérites de Surface Pro X. Et donc, ça s'appelle maintenant Adobe Fresco. Quand vous regardez donc toute la documentation qu'on a eue derrière, en fait, ça s'appelle aussi Adobe Gemini. Donc, c'est exactement la même chose qui a juste changé de maison, changé de crèmerie. Donc, on a beaucoup rigolé, les quelques-uns journalistes français que nous étions et qui étions aussi, pour certains, l'année dernière à la présentation. Ce fameux projet qu'on devait nous faire tester depuis un an avant sa sortie, on n'en a jamais vu la couleur. On comprend mieux pourquoi, en fait, il s'est offert à Microsoft plutôt qu'à Apple en un an. Donc voilà, c'était la petite parenthèse rigolote. Oui, effectivement, mais ça montre à quel point Adobe est dominant sur le marché des créateurs et tout le monde a besoin d'avoir, que ce soit Microsoft, Apple ou les autres, ils ont besoin d'avoir Adobe présent pour se légitimiser au niveau de la création de contenu. Ouais. Et puis de la créativité, et de l'outil de créativité, surtout. Exactement. Ouais. Cédric, un petit mot des impressions sur tous ces appareils avant qu'on passe aux surprises ou aux trucs un peu plus inattendus? Moi qui suis assez amoureux de mon iPad Pro, pas dans toutes les situations, mais dans pas mal quand même, je suis content de voir arriver un concurrent intéressant parce que il y a encore des petites choses qui sont, tu vois, le stylet qui se magnétise sur le côté, mais que tu perds toujours au fond du sac, on va pas se raconter d'histoire, qui là tout à coup est intégré à l'intérieur, il y a des choses sur l'ergonomie, enfin la machine a l'air vraiment, vraiment bien conçue. Le clavier Alcantara, faut aimer, c'est un truc, hein, c'est un parti pris, mais c'est ça. C'est quand même sympa d'avoir le choix et ce qui se passe à l'intérieur, les différentes versions et tout. Non, c'est l'air d'une chouette machine. J'attends de l'avoir entre les mains, mais ça donne envie. Même si Windows 10, c'est une religion. Oui, c'est vrai. Moi, personnellement, je suis plutôt, on va dire, pas converti, mais j'apprécie cette religion-là. Mais oui, je pense qu'on a été assez clair. La Surface Pro X
c'est la star de cette première partie de la présentation. Et je pense qu'elle aurait pu faire une star de présentation tout court s'ils n'avaient pas continué sur leur lancée en présentant la vraie star de la présentation dans son intégralité. Et je dis là, mais en fait, c'est les. Ils ont présenté celle qu'on attendait, la Surface Neo, qui est présentée aujourd'hui pour la mettre entre les mains des développeurs, mais qui n'est pas disponible avant la fin d'année 2020, donc il faut encore attendre un moment. Et c'est comme on s'y attendait, un appareil qui est constitué de 2 écrans, qui constitue presque l'intégralité. C'est, on va dire, une tablette, sauf qu'il y a une charnière au milieu, les 2 écrans d'un côté et de l'autre, et elle peut se replier, et elle a une charnière à 360 degrés. Donc, c'est exactement ce qu'on attendait. Processeur Intel, Windows 10 X, qui n'est pas Windows 10 de la Surface Pro X, mais Windows 10 de la Surface Neo, qui n'est pas une réinvention totale de Windows, on va dire. En tout cas, ils ne le vendent pas comme ça, mais c'est une version de Windows qui est conçue pour cet appareil spécifiquement, de la même manière qu'on a des versions de Windows conçues pour, on va dire, la console de Microsoft ou le HoloLens ou ce type d'appareils. Donc, c'est une version de Windows customisée qui peut faire tourner toutes les applications Windows, c'est-à-dire les applications Windows universelles et les applications Windows 32, Win32 a priori. Ça veut dire que ça peut faire tourner l'Office classique, etc. Et quand on replie l'appareil pour en faire, on va dire, un portable, un laptop, on a une partie qui fait l'écran et on a un petit clavier magique qui se plie de l'autre côté, la partie où il n'y a pas d'écran, et qui peut flipper sur l'écran pour être un clavier physique qui occupe, on va dire, une moitié de l'écran du bas, et la moitié d'en haut se décompose en la moitié d'en haut de l'écran du bas, c'est compliqué. Il y a une grosse touch bar qu'ils appellent la Wonder Bar, et c'est à gauche de l'écran, et à droite de l'écran, en fait, ça se transforme en trackpad, en trackpad tactile. Donc, on a des utilisations qui peuvent être extrêmement variées de cet appareil. Ils ont passé beaucoup de temps à expliquer qu'on pouvait passer les applications d'un côté à l'autre, qu'on pouvait diviser le travail et avoir, en fait, d'une certaine manière, 2 écrans si on le souhaite, un écran allongé si on le souhaite aussi. C'est très, très flexible comme appareil. Là, je dirais que moi, la surprise que j'ai eue, c'est la finesse. C'est vraiment d'une finesse impressionnante. On se demande presque où ils mettent la batterie. Moi, j'ai quelques questions sur la durée de vie avec un processeur Intel, mais bon. Et puis, les bordures, y compris celles de la charnière, qui sont très très fines. Oui, on voit clairement que c'est 2 écrans séparés, mais c'est presque la bordure la plus fine qu'on aurait pu imaginer. Donc ça, c'était la Surface Neo, vraiment un form factor innovant et intéressant. Et ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont... oui, on n'a pas de taille d'écran exactement pour la Neo, je crois. Si, c'est 9 pouces. 9 pouces par écran, ouais, et 9 pouces par écran et 13 au total. D'accord. C'est 2 iPad mini, quoi. Voilà. Ouais, c'est même presque non, 2 iPads des iPads classiques, normaux. Ouais. Ouais. L'iPad mini, c'est 7,9 pouces. L'iPad classique, c'est 9,7, donc c'est un petit peu plus, on va dire. C'est un petit peu moins, c'est entre les deux. Voilà. Et donc, ils ne se sont pas arrêtés là. Et là, ils ont sorti quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. C'est la Surface Duo, qui est en fait un appareil sous Android, donc qui fait téléphone, mais sur lequel ils ont insisté pour dire que ce n'était pas vraiment un téléphone. Enfin, il peut faire tout ce que fait un téléphone. Mais il a donc 2 écrans 5,6 pouces. Donc là, la taille d'un écran de téléphone, même pas forcément super grand format, un écran de téléphone classique, qui lui aussi arrivera à la fin de l'année 2020, qui tourne sous Android optimisé pour le multi-écran et écran pliable, et qui là aussi devrait être pris en main par les développeurs pour y développer, adapter leurs applications, et qui a la même finesse relative à sa taille, très impressionnante, et un appareil vraiment qu'on n'attendait pas de la part de Microsoft. Est-ce que j'ai oublié des choses, Mélinda, tes impressions sur ces trucs-là ? Écoute, je pense non. Je pense que c'est une bonne présentation. Alors, il est vrai qu'au niveau spec, on n'a rien. Ouais. On ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. On ne connaît pas l'autonomie. On n'a rien eu du tout. Je ne sais même pas si eux savent vraiment ce qu'ils veulent mettre dedans. Et d'ici un an, ça doute encore en train de travailler, changer. Ouais. Travailler dessus. C'est vrai qu'on a juste eu les dimensions
d'écran. C'est la seule chose qu'on nous ait donnée, et de savoir que c'était du Intel dedans, mais ça on le savait déjà. Mais c'est intéressant ces produits, déjà parce qu'ils ont présenté les deux en même temps. Et vous savez, au niveau des rumeurs, donc ce qui s'appelait courrier à une époque, Centaurus et tout, on n'arrivait pas à savoir si ce serait un smartphone ou pas, une tablette ou pas. Et en fait, c'est parce qu'il y avait les deux produits. Et je pense que là, ils ont été très forts sur quand même le niveau des rumeurs de garder ça. Nous, on n'y croyait pas. Personnellement, on ne pensait pas qu'ils allaient les annoncer sur place, parce que Microsoft a toujours ce côté un peu, comment dire, il s'excuse presque toujours d'être là, et c'est pas comme d'autres conférences où on nous annonce toujours qu'on va en prendre plein les yeux, et on est parfois un peu déçus. Eux, ils arrivent toujours sur la pointe des pieds. Voilà, il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a rien. Mais on sentait quand même qu'il y avait un truc dont ils étaient extrêmement fiers. Alors on ne savait pas ce que c'était, on a longtemps cru que c'était du coup Surface Pro X, et c'est vrai que quand c'est arrivé, on a eu vraiment l'effet de surprise. En plus, Panos Panay est arrivé dans les allées, s'est baladé dans les allées avec le produit en main pendant la conférence, je ne sais pas si vous avez vu, donc on a pu voir le rendu que ça faisait. Par exemple, pour Neo, c'est pas si massif que ça. Je pensais vraiment que ce serait énorme. Quand on dit 2 tablettes de 9 pouces, on s'attend quand même à un livre, bon gabarit de livre. C'est pas énorme, et en effet, c'est plutôt fin. Alors, c'est pas non plus, vous attendez pas à un truc ultra fin, hein, c'est quand même 2 tablettes repliées l'une sur l'autre, mais c'est pas mastoc. C'est une proposition qui est intéressante. Nous, on n'a pas eu le droit de mettre la main dessus, hein, je vous le dis tout de suite. On a pu l'approcher, mais pas la toucher. Je te pose la question du coup sur la finesse, parce que c'est ce qui surprend le plus, je crois. Comme ça, quand tu l'as vu en vrai, est-ce que tu as l'impression que c'est une finesse qui est pour chaque tablette, entre guillemets, comparable à celle, je ne sais pas, d'un iPad Pro récent, ou est-ce que c'est plus fin que ça? Moi, j'avais l'impression, vu de loin, que c'était plus fin. J'ai l'impression. Mais c'est ça. On a l'impression, je dis, on n'a aucune dimension. Ça fait plus fin, parce que pourtant on l'a vu refermé dans ses mains, il le tenait devant lui, donc ça fait vraiment un format livre, hein. Et puis le coup de la charnière au milieu, vous avez vraiment l'impression d'avoir un livre. Ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui travaillent avec 2 écrans, par exemple sur l'ordinateur de bureau ou quoi que ce soit, vous avez cette vraie sensation là. Du coup, c'est pas comme un Galaxy Fold ou le Mate X, les Huawei Mate X qui arrivent, ces choses qui ont un seul écran qui se plie. Et là, c'est vraiment 2 écrans assumés. C'est une proposition qui est totalement assumée. Peut-être que d'ici un an, ce sera la solution ultime. Peut-être que ce sera complètement à côté. Ça, c'est eux qui font le pari. Mais c'est agréable. Et la poursuite, la possibilité de s'en servir séparément en écran, comme si c'était un seul écran, et on oublie en fait la charnière. C'est assez drôle. Je ne sais pas comment expliquer ça. Parce qu'elle y est. On peut pas la masquer. Elle ne se masque à aucun moment, hein. Elle disparaît pas. Mais quand vous ouvrez une page entière, sur le peu de temps qu'on a eu, c'est pas gênant immédiatement en fait. Je sais pas, ils ont bien travaillé leur affaire. Et puis même sur l'accessoire également, le clavier. C'est génial. C'est difficile à expliquer. En fait, c'est un clavier qui j'ai presque l'impression que par un jeu d'aimant magique, il se balade entre le dos et la face de l'appareil. De manière presque, on a l'impression qu'il flotte de l'une à l'autre, et on peut refermer l'appareil avec le clavier dedans, ça fonctionne, on peut le laisser aimanter à l'extérieur. Enfin oui, il y a vraiment une proposition qui est intrigante et enthousiasmante. On n'a pas beaucoup parlé du Duo, du coup, qui est un petit peu la même version mais sous Android. Cassim, j'imagine que ça t'a fait un petit pincement au cœur de voir Microsoft qui fait un téléphone sous Android et pas sous Windows Phone, mais bon, ils ont fait leur deuil, je ne sais pas si tu l'as fait également, le deuil de Windows Phone. C'est quand même quelque chose d'un petit peu surprenant, un téléphone de Microsoft. Peut-être que ça rentre dans la philosophie de Satya Nadella dont tu parlais, qui est présente sur le logiciel et maintenant sur le matériel aussi, d'être là partout, d'avoir des surfaces partout. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça ? J'ai pensé que c'était un choix complètement pragmatique et qui était bienvenu de la part de Microsoft d'adopter Android. Bien sûr, ils peuvent clairement pas se permettre. Ils l'ont dit d'ailleurs autour de la conférence qu'ils pouvaient pas proposer un téléphone sans Android parce qu'il faut aller là où les gens sont, c'est-à-dire là où il y a les applications. Et le seul service qui est ouvert, système qui est ouvert avec des applications, c'est Android aujourd'hui. On l'a à peine dit, mais c'est important de le préciser. Quand on connaît un peu l'histoire de Microsoft et de Google, c'est un appareil sous Android, la version complète d'Android avec le Play Store, le YouTube, Google Maps,
C'est presque idiot de le préciser, mais Et ils l'ont bien répété. Hein. Ouais. Ça montre à quel point vraiment c'était un choix important à faire, je pense, de la part de Microsoft. Là où je voulais revenir, c'était aussi à quel point c'était une surprise et à quel point on n'est plus surpris. Je pense que tu en parles régulièrement dans le podcast, à quel point on sait tout des conférences à l'avance et comment il est difficile de réussir un One More Thing aujourd'hui, en 2019, à une époque où tout fuite en permanence. Là, ils ont vraiment réussi une sorte de double One More Thing avec le Surface Neo d'abord et avec le Surface Duo ensuite, qui était vraiment, je pense qu'il a pris tout le monde de court. Et je pense aussi que ça a créé toute l'excitation qu'il y a eu autour de l'événement et le fait même qu'on en parle. Voilà, j'ai jamais vu, par exemple, la rédaction de Frandroid aussi excitée. Enfin, ça faisait un moment que je l'avais pas vu aussi excitée par une annonce. C'est encore plus surprenant quand on sait que c'est une annonce de Microsoft. Moi, j'ai une théorie là-dessus, si je peux me permettre, sur Microsoft. Je pense juste que, en effet, aujourd'hui, c'est quasiment impossible. On arrive, nous, journalistes, à une conférence. Honnêtement, on sait déjà tout. Il n'y a plus de surprise. Et je pense que Microsoft ne savait pas créer de surprise depuis quelques années. Tout le monde dit que les tablettes Surface sont très bien, les produits sont bien, mais il n'y avait pas de mystère, il n'y avait pas d'excitation. Et là, ils ont pu se le permettre parce que justement, quelque part, personne ne les attendait et personne ne les croyait capables. Sauf qu'il y a vraiment un changement de philosophie depuis quelques années sur l'approche qu'ils ont des produits, des choses. Et je ne suis pas sûre que la prochaine conférence Microsoft, justement, ça se passe pareil pour eux. Je pense que les gens vont s'intéresser un peu plus à leur cas parce qu'être capable de sortir 2 surprises comme ils l'ont fait, déjà dans la forme, c'était assez inattendu de leur part de faire ça. Alors, on l'a déjà un peu connu sur les conférences, pour ceux qui suivent le jeu vidéo, sur les conférences Xbox, où ils ont été capables ces dernières années de changer de ton et du coup de rendre leurs conférences beaucoup plus sexy. Et je pense qu'ils sont en train de faire ça, justement, de l'autre côté, sur les produits Surface. Voilà, ils vont être surveillés de près, moi je pense maintenant. Un peu plus, on les croit un peu plus capables. Là, c'était en plus, on disait, j'allais le dire aussi, c'est un One More Thing du One More Thing avec le duo du Neo, mais on avait même une surprise avec la Pro X qui n'avait pas vraiment fuité et qui était vraiment un produit solide. Et même avec la Neo, c'était un One More Thing parce que même si elle avait leaké, on n'imaginait pas qu'elle était aussi fine et aussi raffinée et aboutie. Enfin oui, il y a eu clairement un effet waouh, quoi. Même s'il y avait eu des... Alors, le Neo, effectivement, on connaissait le projet, ça faisait plusieurs mois qu'on en parlait. On connaissait la description, quoi, c'est ça. On n'avait pas le produit lui-même. Alors que si on parle du Pixel, par exemple, de Google, il pourrait le commercialiser demain. Tout le monde sait. Il n'est pas déjà chez Darty, vous êtes sûr? Cédric, excusez-moi, on va avancer, mais je vais juste donner la parole à Cédric quand même avant. Ton avis sur ce Neo et sur ce duo, les surprises ça faisait quoi que 9 ans qu'on l'attendait, je crois. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Ouais. Mais il faut se souvenir et aller voir les premières vidéos de ce qui était à l'époque l'idée d'une ébauche d'un concept. Pas tant de la machine que de ce qu'on ferait avec, c'est-à-dire avec 2 écrans qui sont vraiment séparés, mais où on pourrait passer une tâche de l'un à l'autre, etc., avec une interface qui n'avait rien à voir. Et il faut dire qu'à l'époque, on avait quand même tous totalement salivé devant un truc qui, là, de fait, renversait tout ce qu'on croyait savoir sur les interfaces tactiles et les interfaces en général. Alors là, ils reviennent à des choses plus pratiques avec du véritable Android normal. Mais non, c'est chouette, le design extérieur de la machine, il a l'air. T'as envie de l'avoir en main parce que c'est le genre de truc qui ne vaut qu'une fois que tu l'as dans les mains, que tu comprends comment ça s'ouvre, ça se ferme, ce que ça pèse, etc., etc. Parce que il suffit de pas grand-chose pour que tout à coup ta compréhension et même ta préhension de la machine fasse que non, en fait ça le fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, imagine que je mette un iPhone de 800 grammes dans les mains, tu diras non, ça va pas être possible. Mais non, c'est gonflé, c'est chouette, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont mais il a raison, ils ont un vrai talent en design, mais qui est un design parfois utilitaire parce qu'eux ils font des choses pour les vendre. Donc c'est vrai que souvent les confs Microsoft étaient à peu près aussi excitantes qu'une conf Dell. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas dire du mal de Dell, mais Dell ils font plein de machines qui servent à des millions de gens et c'est super. Mais c'est vrai que t'es rarement bluffé. Tu vois, t'es pas ébouriffé par la surprise. Années, mais oui, c'est vrai. Ouais. Oui, voilà. Mais je prendrai un autre exemple la prochaine fois, c'est promis. Non, là, c'était vraiment surprenant et ça fait plaisir à voir. Évidemment, la déception, c'est de dire ce sera pour Noël, mais de l'année prochaine. Oui.
C'est intéressant ça d'ailleurs parce que d'ici un an, on en sera où des appareils pliables, pliants? Non, c'est une très bonne question. Le pliable arrive, c'est sûr. Moi, je crois que c'était important de le faire parce qu'ils ont besoin justement que les développeurs soient prêts. C'est un geste un petit peu courageux de la part de Microsoft. Bon, peut-être que le produit n'est pas prêt, mais parce qu'ils ont beaucoup parlé de cette question de productivité. Ils disaient quand on a 2 écrans sur un PC, c'est prouvé, on est plus productif. Et ben, c'est un petit peu la même mécanique avec ce type d'appareil. C'est bien beau, mais s'il n'y a pas d'application qui fonctionne bien avec ce nouveau paradigme d'écran, et ben, ça ne fonctionnera pas. Donc, je pense que c'était nécessaire de l'annoncer bien en avance et de le mettre dans la main des développeurs. Mais bon. Mais il y a un truc qui est rigolo, il faudra suivre, c'est qu'à aucun moment ils ne parlent de smartphone ou de tablette sur leurs produits. Oui, bien sûr, oui. À aucun moment ils ne l'ont eux, ils veulent pas, clairement, quand on leur dit votre smartphone, ils font non, Duo. Voilà, il n'y a pas de nom. C'était très rigolo parce qu'on a essayé justement de leur dire, mais donc votre vision en fait, est-ce que c'est la tablette? Vous savez, le débat sur le pliant, c'est toujours est-ce que c'est une tablette qui se plie en smartphone ou un smartphone qui se déplie en tablette? Eux, ils ont proposé les deux, mais du coup, ils mettent un nom, ils mettent une dénomination sur aucun des deux. Ils ne veulent pas. Ouais, on a essayé de les titiller. Quoi. On a essayé de les titiller là-dessus et c'est rigolo. Le Duo n'est pas un smartphone, par exemple. Mais tu sais bien que l'iPhone n'est pas un smartphone et que l'iPad n'est pas une tablette. Oui, mais on les a catégorisés, donc c'est rigolo. Oui, bien sûr. Mais sur Android, je vais juste rebondir sur Android. C'était en fait logique parce qu'ils veulent se débarrasser. On leur a essayé de leur demander un petit peu. Ils veulent se débarrasser de tout l'aspect sécurité, système. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avancer leur service et leur savoir-faire matériel. Donc du coup, il leur fallait un partenaire ils n'avaient pas trop le choix, ils n'allaient pas se maquer avec Apple. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment le symbole d'ouverture, je trouve, Duo plus que Neo à ce niveau-là. Ouais. Ils sont là-dessus surtout. Maintenant, ils fricotent avec Intel, AMD, tout le monde. Ils fricotent avec Android. Enfin, c'est marrant cette ouverture qu'ils ont désormais. C'est l'aboutissement de la philosophie de Nadella, quoi, qui leur fait rencontrer le succès. Donc, mais cette conf a été très riche là-dessus, sur la philosophie de la maison. À voir pour la suite. Voilà pour cette très enthousiasmante conférence de Microsoft. On arrive donc à mi-chemin de l'épisode et on va te libérer, Mélinda. Mais oui, merci je vous abandonne. De nous avoir prêté. Va bosser maintenant. J'ai bossé. Merci beaucoup d'avoir été là. Et à la prochaine. Bonne fin d'émission à vous, à très vite. Ciao, on mettra le lien vers son Twitter dans les notes de l'émission, bien sûr. Ciao, Mélinda. Ciao. Donc avant de continuer, on va juste prendre un tout petit instant pour vous rappeler que le 20 octobre, dans une dizaine de jours à peu près, je serai au Paris Podcast Festival. Il y a 2 choses qui se passent là-bas. D'une part, notre rencontre live annuelle qui aura lieu à midi dans le foyer historique de la Gaîté Lyrique. Je vous invite tous à venir nous dire bonjour. L'entrée au Paris Podcast Festival est gratuite, donc vous pourrez venir recevoir vos hugs, vos bisous de la part de Patrick. Ça sera un moment très sympa à passer ensemble, comme chaque année. Cassim, j'espère que tu seras présent. Bien sûr. Bien sûr, ok, très bien. Et à 14h, il y a le podcast live que j'enregistre sur scène avec des invités sympathiques et un sujet que je ne vais pas immédiatement dévoiler. Il est peut-être sur le programme déjà, mais ça va être marrant. Ceux qui ont réservé leur place, vous savez qui vous êtes. Eh ben, vous devez vous présenter 15 minutes avant à la salle pour rentrer avec votre nom et votre prénom. Donc, n'oubliez pas de vous présenter un petit peu pour vos places réservées. Si vous n'avez pas réservé vos places, eh ben, vous pouvez quand même y aller. Il y a beaucoup plus de places que de places réservées. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre également. Ça sera le premier podcast live, je crois, pour le Rendez-vous Tech en tout cas, que je fais. Ça va être un moment sympa, je pense. On va bien s'amuser. Et puis bien sûr, je veux également vous rappeler que cette émission existe grâce aux patriotes, grâce à ceux qui soutiennent financièrement l'émission sur patreon.com/rdvtech. Si vous écoutez l'émission depuis un moment, si vous appréciez, si elle vous fait sourire quand vous la voyez arriver sur votre podcast, vous vous dites « Ah !» cool, je vais passer un bon moment dans les transports ou pour faire le ménage, et ben vous pouvez non seulement avoir la fierté et la joie de soutenir l'émission financièrement, mais en plus avoir accès à des bonus sympathiques, comme par exemple le fait d'avoir l'émission en complètement
pur, sans promo, ni pub, ni cette promo Patreon, puisque vous n'en avez pas besoin, vous êtes déjà un patriote. Vous pouvez aussi choisir un niveau qui vous donne accès au Slack des patriotes, qui est un lieu de discussion sympathique, loin de l'agressivité d'Internet, où on s'amuse entre nous, on a des chambres pour parler de différents sujets, des channels pour parler de différents sujets. C'est une communauté hyper sympathique et il y a d'autres bonus de ce type-là. Allez voir du côté de patreon.com/rdvtech. Franchement, c'est une bonne chose. Vous en tirez des bonus. Moi, je suis super content. Il n'y a vraiment pas de raison de se priver. À moins que vous puissiez pas vous le permettre, évidemment. Je vous demanderai jamais de soutenir si vous pouvez pas vous le permettre. Mais si vous pouvez, si vous avez le prix d'un petit café à donner par épisode, si vous pensez que l'émission vaut un petit café, un petit pain au chocolat, en plus, ça vous permettra d'en manger un petit peu moins, de prendre un petit peu moins de poids. Donc, franchement, c'est que du positif. Patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous par avance. Bon, on continue avec les news et les rumeurs, avec une information qui m'a, j'avoue, un petit peu surpris. On n'a pas énormément entendu parler du sujet avant sa sortie. C'est l'application du gouvernement qui permet de s'identifier par reconnaissance faciale pour avoir accès aux services gouvernementaux. Alors, c'est une application qui sera disponible en novembre sur Android spécifiquement, et qui permettra de s'identifier grâce à son visage, qui mettra ça en relation avec les données biométriques qui sont sur le passeport, et de cette manière, on pourra se connecter au portail de services du gouvernement par la reconnaissance faciale. Et il y a eu un certain nombre de préoccupations qui ont été levées sur ces sujets, je dirais des préoccupations assez fortes, parce que, évidemment, l'idée de faire en sorte que les citoyens n'aient plus besoin d'un mot de passe, le mot de passe est un vrai problème en particulier pour ce type de service, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais un plus gros problème, selon certains, c'est tous les soucis qui sont posés par cette application et son développement. Je vais en lister quelques-uns. D'une part, les problèmes de hack. Il n'y a pas eu de bug bounty, il n'y a pas eu de recherche sur les problèmes de sécurité de l'application qui font qu'elle semble... on ne sait pas quel est son vrai niveau de sécurité ou de vulnérabilité. Il y a une question de fiabilité technologique qui est hyper importante pour la reconnaissance faciale. On en parle souvent dans l'émission. Même les spécialistes de la Silicon Valley disent il faut qu'on régule la chose, la reconnaissance faciale, parce qu'elle n'est justement pas très fiable, en particulier sur certaines minorités, comme les personnes de couleur, sur lesquelles les algorithmes n'ont pas eu assez de données pour faire des différenciations vraiment fiable à un niveau satisfaisant. Et puis ensuite, il y a toute une série de problématiques un petit peu plus légales ou philosophiques presque, qui sont sur la question du consentement qu'on va donner pour l'utilisation de ces données, la question de bases de données qui pourraient être constituées avec les visages des concitoyens, la possibilité qui a été évoquée par le gouvernement d'utilisation de ce type d'accès sur des sites privés. Là encore, l'intention, on peut la comprendre pour se débarrasser des mots de passe, mais mettre ce type d'utilisation en place avant de s'être assuré de la fiabilité et de que toutes les questions aient été réglées, ça peut poser des questions. Voilà, moi, j'ai pas vraiment de réponse. Je dirais que si j'ai tendance à rester neutre souvent dans ce genre de questions, là, enfin non, même pas, à vrai dire, c'est pas vrai, mais sur cette question, j'aurais plutôt tendance à dire, je comprends l'idée qu'il faut aller de l'avant, et souvent je le dis dans cette émission, et que si on s'arrête parce que certains critiquent le projet, on ne fait jamais rien parce qu'il y a toujours des critiques à lever contre des projets. Là, sur ce projet-là, j'ai l'impression que les critiques sont quand même nombreuses et suffisamment fortes et comment dire, légitime, justifié, voilà, pour mettre au moins un petit point d'interrogation sur le projet. Est-ce que je vais donner la parole à Cédric? Est-ce que je me trompe ou c'est le projet Alicem? C'est bien, on va avoir un vrai débat. D'accord, toi tu es pour l'instant les objections, en fait, comment dire, il y a deux objections, il y a deux sources. Il y a la CNIL qui a rendu un avis l'année dernière et qui était gênée, elle, par la compatibilité du système avec le RGPD, le règlement le règlement européen qui protège nos données personnelles, sur un point très simple, c'était de dire on ne laisse pas le choix à l'utilisateur. En clair, pour utiliser Alicem, il faut consentir au traitement de ses données biométriques.
Alors, c'est vrai, mais on peut quand même objecter que Alicem ne va pas remplacer tous les autres moyens d'authentification que tu as sur le site de l'assurance maladie, des impôts, etc., etc. Tu pourras toujours avoir un login mot de passe, tu pourras toujours utiliser le pendant login mot de passe du système qui s'appelle France Connect et qui fonctionne sur tous les services publics. Donc en clair, si Alicem intégrait aussi un système login mot de passe par intégrer France Connect, tout à coup cette objection-là, elle s'effondrerait. L'autre objection, elle vient des gens de la Quadrature du Net qui reprennent à leur compte l'objection de la CNIL et qui y rajoutent une chose, et c'est là que je pense que ça peut faire débat, qui explique qu'ils n'attaquent pas le système pour ses qualités ou ses défauts intrinsèques, mais parce que mettre en place ce genre de système pourrait renforcer l'acceptabilité de la reconnaissance faciale en général. Alors là, le côté pente glissante, moi j'y crois jamais trop parce que sinon il faut surtout rien faire. Enfin, que surtout quand tu parles de numérique, quand tu parles de numérique et quand on parle au futur, tout est toujours possible. Donc c'est facile de dire oui, mais vous comprenez, si on fait ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fera demain ? On verra bien ce qu'on fera demain, mais on va pas s'interdire des choses sous prétexte que poussées à leur extrême, elles pourraient avoir des conséquences désastreuses. Et donc on fait quand même assez allègrement l'amalgame entre ça et, je te la fais rapide, la reconnaissance faciale dans le domaine public tel que le font les Chinois par exemple, c'est-à-dire branché sur les systèmes de vidéosurveillance, ce qui n'a absolument, là en l'espèce, rien à voir. On rappelle ce que fait Alicem, tu l'as rappelé rapidement. Alicem d'abord va être limité aux gens qui ont un passeport ou un permis non pas un permis de conduire, mais ou une carte de séjour, c'est-à-dire les gens qui ont une pièce d'identité avec une puce sans contact et qui comprend des éléments biométriques. Qu'est-ce que va faire l'application ? Tout simplement, elle va juste comparer ta tête, ta photo, en gros ce que lui montre la caméra de ton smartphone, à l'information biométrique qui est contenue dans ta pièce d'identité pour valider que, oui, bien sûr, absolument, c'est bien toi et que donc ça va te servir de sésame pour entrer sur ces sites et rien d'autre. Et après, tu n'as plus besoin du passeport. Hein. Tu le fais une fois. Non, le passeport, il est fait au moment de l'enrôlement. Enfin, il est fait au moment de l'inscription. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a dû donner des assurances là-dessus. Ils expliquent que pour te comparer, on ne prend pas juste une photo parce que ce serait facile sinon de juste montrer une photo de Patrick Béja à l'objectif. Non, on va te demander un peu quand tu enregistres ton profil biométrique sur un smartphone, on va te demander de cligner des yeux, de tourner la tête dans tous les sens, etc. pour vérifier que c'est bien toi. Ça, évidemment, ça produit des données. Ce qu'on explique au ministère de l'Intérieur, c'est que ces données, elles sont détruites une fois que l'inscription est terminée. Elles ne vont pas être gardées pour autre chose. Ces éléments biométriques, ils sont jusque-là dans la pièce d'identité. Alors, il y a ta photo et les empreintes digitales. Là, on n'utilise pas du tout les empreintes digitales. C'est ce qui permet par exemple d'utiliser les portiques dont le nom m'échappe dans les aéroports, qui là aussi vont juste vérifier le contenu de ton passeport et ta tête par rapport à la photo qui est stockée à l'intérieur. Donc oui, bien sûr, ça utilise de la reconnaissance faciale, mais le fait qu'il y ait les mots reconnaissance faciale dedans ne veut pas dire qu'on est en train de glisser vers une dictature à la Big Brother. D'accord. D'autre part, je crois même qu'il y a une directive européenne qui oblige les États à trouver des moyens d'authentification forte pour l'utilisation de certains services, parce que c'est vrai, moi j'ai pas tellement envie que qui que ce soit, enfin pas qui que ce soit, mais aujourd'hui accéder à ton dossier aux impôts par exemple est quand même relativement trivial quand ton login c'est ton numéro de contribuable. Donc il faut trouver ces éléments-là. On est tous d'accord maintenant pour dire que ton numéro de portable n'est pas un mot de passe suffisant, c'est-à-dire c'est pas te renvoyer un code confidentiel sur ton numéro de portable, c'est tout pourri parce qu'il est quand même assez trivial là aussi de prendre le contrôle de ton numéro de portable. Bref, voilà, moi je comprends les précautions qu'il faut prendre avec ce genre de choses, mais je n'y vois pas encore le diable. Et ce que va faire l'application est quand même tellement limité que je ne vois pas comment de bonne foi, sauf sur des arguments purement légaux comme ceux de la CNIL, mais qui à mon avis peuvent être assez simplement réglés, on peut s'y opposer, sérieusement. Sauf à dire, il faut interdire tout de manière définitive. jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait des smartphones ? Oui, effectivement, merci pour ces précisions. C'était une version d'effet assez intéressante. Kassim, un truc à ajouter avant qu'on avance ? Je ne serais pas aussi définitif que Cédric, mais je suis globalement d'accord avec ce qu'il dit. Je rajouterais une grosse interrogation vraiment sur la fiabilité technologique, c'est-à-dire que
Là, clairement, ce qu'on nous vend, c'est en gros, lisons-le simplement, c'est Face ID pour les sites du gouvernement, quoi. C'est ça. Et le problème, c'est que Face ID sur les appareils, en fait, il y en a pas beaucoup qui l'intègrent réellement pour la captation 3D. Chez l'iPhone, en fait, et le Mate 20 Pro, et je crois que j'ai fait le tour. C'est-à-dire que tous les autres téléphones de la planète qui des fois proposent de la reconnaissance, de la pseudo-reconnaissance faciale, c'est juste une bête caméra 2D, et c'est vraiment la chose la moins sécurisée qui soit proposée sur smartphone aujourd'hui, quoi. Peut-être avec le d'ailleurs, et souvent d'ailleurs ils te le disent de manière assez ouverte en disant c'est un moyen très pratique de s'identifier, mais ne lui demandez pas un niveau de sécurité extrême. C'est ça. C'est plus une praticité qu'autre chose. On va dire clairement, quand l'application va sortir, tout le monde va se jeter dessus pour arriver à dire on a trouvé les 3 failles, on a réussi à s'identifier, avec une photo, on a réussi à aller sur le compte des impôts d'Emmanuel Macron. Enfin, tu vois, tout le monde va jouer à ce jeu-là. C'est pour ça que je dirais l'interrogation qui reste après notre discussion, c'est effectivement ce problème. J'aurais aimé qu'il y ait un bug bounty qui soit fait en amont, qu'une fois l'application prête, il la donne à un certain nombre de sociétés. Alors, il y a une bêta. Il y a une bêta. D'accord. Puisque quand tu vas sur les sites, tu vas par exemple sur où est-ce que j'ai essayé ça, c'est les impôts ou ailleurs, tu peux déjà utiliser Alicem et ils t'avertissent que ça ne concerne que les gens qui ont déjà la bêta. Donc il y a un programme de bêta. S'ils se sont assurés qu'il y ait eu une recherche sérieuse de sécurité qui a été faite sur cette application avant la sortie, moi j'avais l'impression que ce n'était pas le cas, mais peut-être que je me trompe. Si c'est le cas, effectivement, il y a une partie des préoccupations qui sont levées, avec la limite du spectre d'utilisation que tu décrivais, Cédric, effectivement. Bon, ça me rassure pas 100%, on va dire, mais vous m'avez un petit peu ramené vers la neutralité. Je ne sais pas qui est le ou les prestataires qui font l'application. On peut être rassuré sur le fait que ça ne doit pas être 3 stagiaires dans une cave place Beauvau, tu vois. Mais sur ce genre d'application, j'imagine que ça doit être des gens comme Thales. Enfin, c'est des gens à qui tu ne vas pas enseigner la sécurité. Maintenant, dans une application, dès que tu dépasses 10 000 lignes de code, tu as forcément un bug. Hein. C'est pas. C'est ça. C'est pour ça que je dis bug bounty toujours. Il faut, quoi qu'il arrive. Une fois que ton application est finie, tu l'as fait tester par des chercheurs, parce que. Peut-être le font-ils déjà. Peut-être. Sans en faire. Possible. J'ai reçu mon Oculus Quest. On en parlait tous la semaine dernière. Je vais vous faire des petites impressions très rapides. Franchement, je suis bluffé par les qualités au niveau, on va dire, matériel et interface. Par rapport à l'Oculus Go dont je vous parlais il y a quelques mois, peut-être un an de ça, l'Oculus Go, souvenez-vous, c'est ce que je lui reprochais. Il est beaucoup moins cher. C'était un appareil qui ne permettait pas le déplacement dans l'espace. Il ne permettait que la rotation sur 3 axes. Il ne permettait pas de se déplacer ni pour la personne qui était dans l'univers 3D, ni pour la manette. Et bien là, l'Oculus Quest, il a en plus d'une puissance plus importante, d'un écran d'un petit peu meilleure qualité, ce qui se sent mais qui n'est pas décisif, il a bien sûr la possibilité de se déplacer. On a les 2 manettes qui modélisent vos mains, et ben ça change tout. La facilité de création d'espaces de jeu est bluffante. La sensation d'immersion dont je vous parlais un petit peu à propos du PlayStation VR il y a longtemps, je disais il y a des moments où ça clique et quand ça clique, on a l'impression d'y être et l'effet waouh est saisissant. Et ben là, c'est un petit peu ça tout le temps. On a un effet waouh de permanent, qui est hyper prenant. On a l'impression d'y être. Les graphismes ne sont pas les plus fous qui soient, mais ils sont quand même convaincants. Enfin, ils sont suffisants, on va dire, et on a l'impression d'y être. Alors, là où on avait des réservations il y a une semaine, c'était sur le type d'application et la qualité des applications qui sont disponibles. Je dirais qu'effectivement, elles ne sont pas encore assez nombreuses pour en justifier peut-être une utilisation sur le très long terme. Et puis bien sûr, le prix, comme on le disait, de 450 € pour l'appareil de base est quand même un petit peu élevé juste pour quelqu'un qui voudrait tester la réalité virtuelle. Mais si vous pensez que la réalité virtuelle est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez vous plonger, là aujourd'hui, c'est la première fois où je peux dire sur l'Oculus Quest, allez-y sans petit astérix.
astérisque. On est vraiment dans le futur qu'on nous a promis, les débuts du futur, et soyez conscients que le nombre d'applications est peut-être un petit peu limité, encore que grâce à la connexion au PC qu'on aura, on l'espère, en novembre de la part d'Oculus, eh ben, le Quest va avoir encore plus d'applications possibles, mais je peux vraiment dire, là, c'est bon. Le matériel est prêt, le logiciel, enfin l'infrastructure est prête. C'est très 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 impressionnant. À voir si les applications suivront dans les années à venir. Maintenant que on est un petit peu établi sur tout le reste. Voilà pour mes impressions rapides sur l'Oculus Quest. Allez écouter le rendez-vous jeu si vous en voulez un petit peu plus. Je parlerai un peu plus longuement de tout ça un petit peu plus tard dans la semaine. On va conclure avec quelques sujets divers. D'une part, Uber et Instagram qui font des choses nouvelles. Uber a lancé Uber Works, qui est aux États-Unis, à Chicago. C'est une nouvelle application qui permet de connecter des chercheurs d'emploi temporaires et des sociétés qui cherchent des travailleurs temporaires. Alors, on parle là d'intermittence, pas d'intermittence, de comment ça s'appelle les manpower et les machins comme ça. Oui, les gig workers. L'intérimaire, oui, voilà. Merci Cassim. C'est même pas des intérimaires, en fait. C'est des travailleurs temporaires à la mission. Ça rejoint pas la définition qu'on a chez nous de l'intérimaire. Disons que la législation aux États-Unis est un petit peu différente, mais là où c'est intéressant, c'est qu'il se place comme intermédiaire vraiment entre les boîtes qui font ça et les chercheurs d'emploi. Et donc là, pour le coup, ils sont vraiment dans cette mécanique d'intermédiaire technique, encore plus parce que des deux côtés, ça respecte la loi. Bien sûr, on pense à Uber et à la disruption qu'il y a eu au niveau des taxis. Là, on n'est pas dans ce même cadre. Ils sont vraiment en tant qu'intermédiaires techniques qui connectent les deux côtés de la recherche. Donc ça, c'est un nouveau business pour Uber qui est intéressant. Et Instagram a lancé Threads, qui est une application pour les amis proches, qui va pouvoir partager des messages, partager des statuts et partager automatiquement, si on le souhaite, si on l'active, des choses comme votre localisation, là où vous êtes, le niveau de batterie, ça peut dire si je vous réponds pas, c'est parce que j'ai plus beaucoup de batterie, etc., etc. Je suis pas sûr que ça soit quelque chose dont moi j'ai besoin, mais peut-être que les jeunes, Cassim nous le dira peut-être, hein, les jeunes sont friands. Dis-nous, amis jeunes. Donc sur Uber et sur Instagram, vos impressions. La place à Cassim. Alors déjà, malheureusement, depuis la première fois où tu m'as invité dans l'émission, je dois te confesser que je crois que je commence à ne plus être trop dans la catégorie des jeunes, malheureusement. Je n'ai pas c'est vrai encore qu'on se connaît depuis quelques années. Tu rates quelque chose. TikTok, c'est très sympa. Voilà. Donc, d'accord. Donc Fred, c'est pas pour toi. Malheureusement, c'est ce que tu es en train de nous dire, malheureusement, je crois que j'ai perdu ma casquette sans m'en rendre compte. Mais c'est des fonctionnalités intéressantes. J'ai l'impression que c'est Facebook qui essaye de s'assurer qu'ils ne perdent pas de terrain encore, avec Instagram qui est très populaire chez les jeunes. Thread, c'est des fonctionnalités tellement spécifiques. C'est surtout un truc pour les amis proches. À voir si ça prendra, quoi. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est vraiment un point que les réseaux sociaux ont évité et à laquelle Google+ avait essayé de répondre en son temps. Feu Google+, et quelque chose que Facebook et Twitter n'ont jamais vraiment réussi, je trouve, à répondre. C'est vraiment cette catégorie d'amis proches avec laquelle tu as peut-être envie de partager des choses, plus de choses et avec lesquelles, sur lesquelles tu es effrayé des fois de partager sur Facebook et Twitter des choses trop publiques. Là, c'est quand tu veux le restreindre à ton cadre vraiment familial ou ami proche, cette application semble idéale, quoi. Surtout, et personne n'a pris l'idée depuis, je trouve, c'est que Google+ avait ce coup de génie, c'est qu'à chaque fois que tu rajoutais un contact, il te forçait à le qualifier. Tout de suite. Tu ne pouvais pas remettre à plus tard en disant je verrai où je le mets après, est-ce que c'est un pote du boulot, est-ce que c'est un ami, est-ce que voilà. Et moi je sais parce que sur Google+, j'avais un cercle qui s'appelait Hide My Gun.
c'est-à-dire le cercle des gens chez qui je savais que je pouvais débarquer en pleine nuit pour leur demander de cacher une arme. Tu vois, ce qui définit un peu le niveau de proximité, quoi. J'espère que j'étais dans la liste. Je me souviens plus. Il y avait très peu de monde. J'espère pas. Toi, t'es très loin, donc si tu veux, c'est un peu compliqué. Débarquer en Finlande, oui, c'est un petit peu. Il faut se débarrasser d'un corps, tout ça. Enfin, ça pose des questions de logistique éminentes. Ouais. Mais et c'est vrai que tout à coup, je partageais avec eux des choses qui là étaient vraiment de l'ordre du très très perso. Ce que tu fais pas quand tu as 130 000 personnes dans tes cercles et tes groupes mais je crois divers. il y a différentes applications qui ont essayé cette mécanique de liste, de Facebook à Instagram, à d'autres, et j'ai l'impression comment que... ça s'appelle ce truc avec le logo rouge, là où tu pouvais avoir que 250 amis Oui, il y en avait plein. Il y avait PAF, il y avait... je sais plus, il y en avait plusieurs. Mais... je crois que effectivement les listes, au final, ça marche jamais. Donc avoir une application pour les trucs publics, une application pour les trucs entre guillemets privés, je crois que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Et si Threads se colle là-dedans, je crois que ça peut fonctionner. Je comprends l'intention en tout cas. Surtout l'intention, c'est de regarder. Regarde ce qu'ils ont fait Snapchat. Ah ouais, on va faire pareil. Ah ok. Encore une fois, ouais. Comme toujours. Apple pourrait avoir un nouvel événement en octobre. On évoquait Techtober et l'arrivée des pixels qui est imminente du côté de Google. Et Apple pourrait avoir aussi un autre événement en octobre pour présenter son fameux petit Apple Tag qui permettrait de localiser nos objets divers, un nouveau MacBook Pro, un nouvel iPad Pro, peut-être les AirPods 3 et peut-être à cet événement, peut-être un petit peu plus tard, un nouvel iPhone SE, donc l'iPhone entre guillemets bas de gamme, qui serait l'iPhone SE 2. Bon, en pratique, c'est plutôt du milieu haut de gamme. Et ça serait au début de l'année prochaine, début 2020. Il aurait un aspect physique d'iPhone 8 et il aurait une puce A13, donc très récente, dans le châssis, d'après l'analyse bien connue Ming-Chi Kuo. Et ça, donc, ça arriverait en 2020. Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est les AirPods 3, parce que vous savez que je suis un grand fan du truc. Ça serait avec réduction de bruit active. Donc, à voir si c'est présenté, s'il y a une conférence ce mois-ci. Oui, dis-moi. Ouais, je suis assez intéressé par le nouvel iPhone SE parce que c'est ce que mon copain utilise au quotidien. Et c'est intéressant parce que... Le premier, tu veux dire, qu'il y a quelques années ? Ouais, le premier. Et c'est intéressant parce que l'iPhone SE, c'était une double promesse, en fait. C'était à la fois... est-ce que tu disais, le smartphone un peu accessible, pas très cher. Et honnêtement, c'était un des meilleurs rapports qualité-prix d'Apple avec l'iPad classique. C'est un peu leur produit un peu vraiment grand public, qu'ils peuvent vendre en masse. Et la double promesse, c'était ça. Et l'autre promesse, c'était la taille de l'écran, en fait, puisque c'était à l'époque un recyclage du design de l'iPhone 5, 5S. Avec des caractéristiques plus récentes, c'était je crois le processeur de l'iPhone 6S de mémoire. Ouais, absolument. Ouais. Qui a été intégré, donc quelque chose de beaucoup plus récent et beaucoup plus véloce. D'ailleurs, là, il a été mis à jour, la première génération d'iPhone SE a été mis à jour sur iOS 13 et est toujours très fluide. Et donc, ça va être intéressant de voir justement avec cet iPhone SE 2 si vraiment il a le design de l'iPhone 8, à savoir si les gens étaient là pour le prix, pour la taille ou les deux, ou de voir comment ça va s'articuler autour des ventes du téléphone en fait. Ouais, la taille de l'écran quand même, maintenant, moi j'ai eu un iPhone SE dans les mains il n'y a pas longtemps, et là d'un coup tu fais « Ah, mais c'est tout petit !» Oui, bien sûr, mais il y en a... à ça, hein, je pense qu'il y a une niche qui est encore... clairement, je suis le premier à dire que j'adore les écrans borderless, et que le format de l'iPhone 10 par exemple est assez proche moi de mon idéal par exemple. Mais je pense qu'il y a vraiment une niche, ou je ne sais pas de quel volume, qui vraiment préfère les smartphones ultra compacts, qui aident aussi, on le néglige un peu, mais en fait ça aide à se déconnecter assez plus facilement en fait, et d'être moins attaché à son smartphone quand il a un écran qui est plus petit en fait. C'est Gaëlle qui nous disait il y a quelques semaines, elle s'était trompée, certains d'entre vous l'ont signalé d'ailleurs sur Twitter, elle avait dit qu'elle avait son iPhone 5 ou 5S qui avait été mis à jour. En fait, c'était un iPhone SE. Et elle était très très fan, mais du coup, elle sera déçue par l'iPhone 8 ou l'équivalent. Mais c'est vrai que le SE, la gamme SE, est intéressante surtout au moment de sa sortie, parce que c'est ce qu'ils ont fait la dernière fois. Ils avaient un processeur très 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 récent. Et du coup, j'imagine que c'est pour ne pas avoir à changer le design d'une année sur l'autre. C'est un truc qu'ils mettent en place pour
je ne sais plus quand il était sorti le SE, mais ça doit faire 4 ou 5 ans au moins. Et donc, ils le mettent en place pour 4 ou 5 ans et il ne bouge pas. Et c'est la première offre d'Apple. Bon, là, ils le renouvellent en début d'année prochaine. Ils auront vendu autant d'iPhone 11, comment il s'appelle 11 et 11 Pro et 11, c'est lequel l'autre? Oui, et 11 Pro Max, c'est ça, je me trompe, c'est l'iPhone 11 qui remplace l'iPhone XR. Ils en auront vendu autant que possible, et puis après arrivera celui pour ceux qui n'ont pas craqué et qui voudraient quand même un iPhone de bonne qualité. Donc, ça arrive l'année prochaine. Et on conclut avec quelques sujets sur Facebook et ses déboires. Alors d'abord du côté de Libra, PayPal a décidé de ne plus prendre part à la monnaie virtuelle crypto-ifiée de Facebook. Donc PayPal a retiré ses billes. On a des rumeurs selon lesquelles Visa et Mastercard seraient en train de se dire que finalement ils ne veulent pas y participer non plus. On a l'impression que toute la pression des gouvernements et, faut pas se mentir, la mauvaise réputation de Facebook fait son effet et que je ne sais pas si c'est les rats ou les gens qui ont un petit peu de jugeote sont en train de quitter le navire. Il y a eu un article de The Verge qui a été un petit peu buzzifié, dramatisé, je trouve, sur Mark Zuckerberg qui a fait une rencontre, ce qu'on appelle les All Hands Meeting, une rencontre avec, entre guillemets, tous les employés où il pouvait répondre à des questions. Et The Verge a eu un enregistrement de cette rencontre où Zuckerberg parlait de plein de choses, mais notamment du fait que si la sénateur Warren, qui est une candidate à la présidence aux États-Unis, était élue et qu'elle mettait en application sa promesse de diviser, de démanteler les grands de la tech, et Facebook notamment, eh bien, il contesterait la décision devant les tribunaux. Et ça a été présenté de manière « Zuckerberg menace et n'accepte pas les machins ». Et en fait, quand on écoute l'enregistrement surtout, mais même dans l'intention, il dit juste si le prochain gouvernement décide de démanteler les géants de la tech et notamment Facebook, eh ben, on essaiera de se battre devant les tribunaux, ce qui est on ne peut plus son normal. rôle. Voilà, c'est son rôle, mais c'est complètement... Et en plus, il disait un truc qui n'est pas faux, que il n'est pas certain que ça empêcherait les problèmes qui sont dénoncés par ces responsables légaux. C'est-à-dire que le fait de démanteler les géants de la tech pourrait résoudre certains problèmes, mais pas forcément les problèmes d'interférence avec les élections et ce genre de choses. Je continue et puis je vous donne la parole sur ces 3 derniers sujets. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne d'obliger Facebook à retirer toutes les mentions de commentaires insultants qui ont été jugés comme retirables ou comme devant être retirés de Facebook. Alors j'explique. C'est une politicienne autrichienne qui a obtenu que Facebook doive retirer des commentaires insultants et dommageables à son encontre d'une page sur Facebook. Elle a dit « Ok, c'est très bien, mais il y en a des copies partout, il faudrait que vous les retiriez aussi, parce que c'est la même chose. » Facebook a dit « Ah ben non, vous devez nous donner à chaque fois, pour chaque copie, l'emplacement de ce commentaire, parce que nous, on a reçu un ordre pour cette copie spécifique. » Effectivement, si la personne devait retrouver chacune des copies du commentaire, ça serait effectivement concrètement impossible, mission impossible. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne a dit, ils doivent retirer les commentaires et les commentaires, les mêmes et les commentaires équivalents qui sont virtuellement inchangés, donc quasiment inchangés, sans demande spécifique supplémentaire, parce que Facebook a la capacité technique de trouver tous ces commentaires et de les retirer. Alors ça fait un petit peu automatisation, on l'imagine, ce qui peut emmener des utilisations de ces commentaires qui ne sont pas ceux... qui sont initialement dans l'intention de faire du mal à la personnalité en question, mais il n'empêche, on peut comprendre la décision. Ils ont précisé que Facebook restait non coupable de ce qui était dit dans les commentaires ou même du fait de ne pas forcément les retirer tous. Donc le Safe Harbor reste non affecté. Et la partie qui a fait beaucoup de bruit, c'est que la Cour de justice a également dit
je vais citer ma traduction, donc elle est peut-être pas forcément exactement exacte, mais elle vous fera comprendre l'intention. Ils disent, en outre, la loi de l'Union européenne n'interdit pas à une telle injonction de s'appliquer dans le reste du monde dans le cadre des accords applicables du droit international. Ce qui veut dire, là ça a fait beaucoup de bruit parce que les gens ont pensé que la Cour de justice disait que Facebook devait retirer les commentaires partout dans le monde, quoi qu'il arrive. En fait, ce n'est pas ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est que s'il y a des accords entre les différents pays pour que ce type de commentaires ou ce type d'action soit applicable, eh ben, la loi de l'Union européenne ne s'y oppose pas. Donc, en gros, pour ces deux sujets, les commentaires de Zuckerberg et les décisions de l'Union européenne, je crois que, comme souvent, il a été fait un petit peu beaucoup. C'était un petit peu, pas une tempête dans un verre d'eau, mais on n'en est pas loin. Les faits sont beaucoup plus neutres et compréhensibles que ce qu'on en a entendu ici ou là. Est-ce que, pour le coup, tu es d'accord avec mon analyse, Cédric, ou est-ce que là encore, tu vas... Non, je ne serai pas le contrarian, mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que moi qui ai fait des études de droit, l'une des premières choses qu'on t'enseigne, c'est que le droit a une territorialité. Et que quand il n'en a pas, tu tombes sur le plus petit commun dénominateur, ce qui, sur des affaires qui touchent à la culture, à l'éthique, à la morale, sont toujours un peu compliquées, quoi. Bah c'est pour ça que là, on reste dans un cadre cohérent, puisqu'il parle d'accords qui sont applicables dans le droit international. Donc, s'il y a eu des accords qui ont été passés entre les différents pays, ça s'applique. Mais s'il n'y a pas d'accord, bah, il parlait surtout du fait que l'Union européenne n'interdit pas l'application dans d'autres pays. C'est pas que ça oblige à l'application dans d'autres pays. Oui, non, bien sûr, très clairement. Sur Libra, et c'est un petit peu comme ça que ça a été expliqué, je trouve. Dans certains articles, on a eu l'impression de comprendre que la Cour de justice de l'Union européenne avait dit Facebook doit retirer dans tous les pays, alors que c'est pas du tout ce qui a été dit. Limite même le contraire. Oui, pardon. Donc sur Libra, ça commence à sentir un peu moins bon, quoi. C'est compliqué parce qu'évidemment Libra a quand même tu vois, la gouvernance de Libra a été mise en Suisse pour plein de raisons, etc. Donc forcément quand on te dit on va l'interdire en Europe, je ne sais pas ce que ça veut dire interdire une crypto-monnaie, mais en revanche évidemment PayPal, Visa, Mastercard, etc. eux ils sont pas juste en Suisse et ils ont quand même comme première mission de pouvoir continuer à opérer partout, donc forcément, c'est plus compliqué pour eux, mais je pense que chez Libra, ils doivent se regarder en disant on savait qu'il y aurait des objections, des questions, etc. Mais là, à ce point-là, c'est quand même... tu vois, c'est-à-dire qu'ils arrivent après 1000 autres crypto-monnaies. Et tout à coup, en gros, ce qu'on leur reproche, c'est qu'eux ont des chances de réussir. Il y a un peu de ça. Il y a aussi qu'on leur reproche d'être Facebook, même s'ils ne le sont pas sur le papier. Voilà. C'est ce qu'on leur reproche. Donc c'est compliqué. Enfin, ils le sont pas. J'ai vu un papier hier où était-il d'ailleurs, qui racontait qu'en fait, dans les premiers soutiens de Libra, ils sont allés dans leur premier cercle. C'est-à-dire que évidemment, c'est souvent des entreprises, des sociétés avec lesquelles Facebook a des liens. Alors après, c'est vrai que en jouant au jeu, tu vois, de connect the dots, tu connectes n'importe quoi à n'importe quoi. Mais et puis ils ont dit qu'évidemment au début c'est eux qui tiendraient la gouvernance du truc parce que pour des raisons de simplicité vu qu'ils en sont le créateur et le promoteur. Mais enfin voilà, moi je serais triste qu'il n'y ait pas quelque chose comme Libra qui sorte. Ouais, moi je suis d'accord. Peut-être qu'il y a un moyen de faire mieux, mais ouais. Je ne sais pas ce que veut dire mieux, parce que là, quand même, on peut quand même dire de manière honnête qu'ils ont pris un luxe de précaution. Moi, ma première fois, sans Facebook, on a commencé à parler. Ouais, mais sans Facebook, mais avec qui ? Ouais, bon, c'est une question qui revient à chaque fois. Les gouvernements, je ne sais pas. Ouais. Les gouvernements ensemble qui vont faire une crypto-monnaie commune, tu la sens venir celle-là. Ouais. Voilà, non. Donc il va bien falloir que ce soit une entité. Est-ce qu'il faut que ce soit une entité publique ? Oui, mais ou alors c'est la Banque Centrale Européenne. Mais tout à coup, tu crées autant de problèmes que tu en résous. Or, il y a un vrai besoin pour une crypto-monnaie d'échange, c'est-à-dire pas un truc d'investissement à la Bitcoin, appuyé sur des monnaies avec un cours stable, etc. Est-ce qu'il y a un vrai besoin ? Il y a vraiment un vrai besoin de crypto-monnaie d'échange ? T'es sûr de ça ?
demande à tous les gens qui doivent renvoyer de l'argent à leurs enfants, à leur famille, dans leur pays, qui passent par Western Union. Alors Western Union fait plein de trucs très bien, mais regarde le coût des commissions, etc. C'est impensable. Enfin, on est à un moment de l'histoire où ça n'a plus aucun sens. Le secteur financier a besoin de cette disruption pour être modifié peut-être de la même manière que les communications qui n'ont pas que des avantages, mais qui font quand même, je pense, avancer les choses. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que clairement, envoyer de l'argent aujourd'hui de la France aux Philippines devrait prendre un quart de seconde et te coûter un quart de centime. Enfin, je schématise, mais c'est un peu ça. Or, c'est pas du tout le cas. Bon, en tout cas, effectivement, Libra, ça commence à sentir un petit peu moins bon, à voir si Facebook réussira à redresser la barre. Cassim, un mot pour conclure, ou est-ce que tu veux juste nous dire où on peut te retrouver sur Internet ? Rapidement, je vais juste parler de ce fameux entretien entre Zuckerberg et ses employés, qui était assez intéressant parce que après la divulgation par The Verge, qui effectivement a été un peu dramatisée, mais bon, est-on vraiment étonné quand c'est The Verge ? Enfin, ils ont une culture. Je trouve qu'ils ont... Bon, bref, c'est autre chose. Mais... c'est autre chose. Mais là, c'était vraiment... Pour ceux qui n'ont pas vu l'article, c'était genre en mode avec la photo de Zuckerberg en grand derrière en wallpaper, genre d'abord en ton bleu, puis en ton noir, puis en ton vert, et puis avec un gros morceau de texte au milieu. Enfin, c'était vraiment... C'était le nouveau Watergate. Hein. C'était un petit peu fait comme ça. C'est joli au niveau du design de l'article sur le web. Mais oui, bon, bref. Ce que je trouve intéressant, c'est plus le deuxième meeting qu'il a fait après en public, du coup, qui était diffusé en direct. Et du coup, je trouve ça intéressant, en fait, ce genre d'exercice. Et c'est dommage, finalement, qu'il n'ait jamais filmé avant, qu'il ait que pris maintenant la décision de le rendre public. Je trouve ça intéressant d'avoir la réflexion de Zuckerberg et d'une manière générale de l'entreprise sur tout un tas de sujets. Et ça fait, je trouve, un acte de transparence qui manque terriblement à Facebook, qui se prend polémique après polémique. Et clairement, c'est quelque chose que je trouve assez bienvenu. Et du coup, c'est intéressant de savoir son avis, par exemple, effectivement, sur Warren, sur des questions de politique intérieure, parce que, évidemment, l'élection présidentielle, c'est un sujet très important aux États-Unis et qui arrive là l'an prochain. Et évidemment, Facebook, c'est un sujet clé de cette élection parce que va falloir absolument vérifier que la façon dont Facebook influence ou non l'élection et contrôler tout ça. C'est forcément des enjeux très importants et donc c'est intéressant d'avoir son opinion et de le voir au moins s'interroger sur ces questions, quoi. Ouais, je crois que le problème c'est que ces questions sont pas du tout réglées et c'est pour ça que ça devient... Non, ça c'est sûr. Ouais. Bon, écoutez, merci à tous les deux pour ces explications et ces détails sur tous les sujets qu'on a traités. J'en viens donc à la question que je te posais tout à l'heure. Cassim, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Alors, on peut me retrouver surtout sur Twitter, @notcassim, LTC2SIM, et sur frandroid.com. Magnifique, merci beaucoup et merci de nous avoir apporté ton expertise windowsienne sur cette émission. Cédric, qu'en est-il de toi ? @Cédric sur Twitter, sur LCI.fr toute la semaine, sur LCI dans la matinale week-end, 7h47 et 9h45 si vous n'êtes pas des leftos, en tout cas le samedi, voilà. Super, merci beaucoup. C'est à ça qu'on sait que l'émission Le Rendez-vous Tech est une émission de qualité. C'est qu'on a 2 co-animateurs réguliers qui ont leur prénom sur Twitter. Il y a Cédric et Jeff. C'est une qualité rare pour l'émission. Un club. Tout le reste, c'est accessoire, mais ça, vraiment... On est plusieurs. On peut t'en présenter d'autres. Hein. On se parle entre nous, c'est une organisation secrète. J'ai pas le droit d'en parler. Vous avez un groupe WhatsApp privé, c'est ça, oui. Tu salueras Jack. Voilà. Non, lui, il vient pas, mais non, il y en a plus que ça. Ah, c'est pour vous, Threads, en fait. L'application Threads, c'est pour ça, c'est pour les vrais amis. Non, mais nous, on a notre propre application depuis longtemps, mais j'ai promis de ne rien dire. Bon, pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver cette émission et commenter sur frenchspin.fr si on a dit des choses intelligentes, intéressantes ou le contraire et que vous voulez nous le faire remarquer. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvtech pour une somme modique et une satisfaction maximale. Vous avez accès à ce site depuis les notes de l'émission, patreon.com/rdvtech. Je vous remercie tous du fond du cœur et je remercie tous ceux qui écoutent l'émission et on se donne rendez-vous dans une petite semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!